La minute du conseiller, l'invité du jour. Connaître sa personnalité pour mieux interagir avec son entourage. Nous sommes nombreux à avoir avoir de manière récurrente essuyé des difficultés, rencontré des difficultés dans nos interactions avec le prochain, qui peut être un conjoint, un collègue, un frère, un voisin, un partenaire d'affaires ou bien nos enfants ou nos parents. Et souvent on n'a pas trop compris, on y est allé, n'est-ce pas, toutes des analyses, un démon, un sort, ainsi de suite. Et pourtant la cause peut être bien plus subtile, bien plus simple que cela. Ce matin donc, nous abordons le sujet, connaître sa personnalité pour mieux interagir avec son entourage. Nous entrons là, n'est-ce pas, dans le domaine du relationnel et nous aborderons un certain nombre d'éléments tout aussi stratégiques pour que les choses aillent dans le bon sens. Et nous sommes heureux d'accueillir comme invité ce matin Monsieur Paul Soga Dengues. Bonjour. Bonjour, Vigan. Comment allez-vous? Assez bien. Voilà, nous profitons pour dire à nos auditeurs, Monsieur Soga Dengues est bien sûr conseiller conjugal et de famille, serviteur de Dieu et chef d'entreprise. Donc vous vous rendez compte que ça fait au moins 3 domaines dans lesquels les relations humaines se retrouvent régulièrement en activité. La famille, le mariage, non 4, la famille de manière générale, le mariage, l'œuvre de Dieu, mais aussi l'entreprise. Nous revenons donc, nous sommes contents de vous avoir avec nous ce matin. Oui, c'est aussi un privilège pour moi. Voilà, donc, alors, s'il fallait déjà revenir, parce qu'on dit connaître sa personnalité pour mieux interagir avec son entourage, nous avons parmi nos auditeurs des gens, nos mamans, le français quand il est trop compliqué là, c'est un peu trop compliqué. Alors, s'il fallait se livrer à un essai de définition, déjà, la personnalité, c'est quoi? La personnalité, c'est ce qui caractérise une personne dans son unité, dans sa singularité. C'est-à-dire ce qui lui est propre, oui, c'est spécifique. Oui, en fait, ce sont les caractères d'une personne. Oui. D'accord, ça veut dire que les caractères d'une personne qui font qu'elle ne va pas ressembler à l'autre. Oui, justement. Non, ça veut dire que si moi je suis... Non, mais là c'est quand même bizarre. Si je suis quelqu'un de colérique, ça rentre dans ma personnalité? Oh, plus ou moins. D'accord, alors donc, mais maintenant, quand on parle de personnalité, vous avez dit c'est ce qui caractérise chaque personne, c'est ce qui lui est propre, ça fait partie de ses caractères. On a souvent également entendu parler des tempéraments. Alors, quel est le rapport entre le tempérament et la personnalité? Bon, en fait, ce qui fait la personnalité d'une personne, ce sont ses tempéraments et aussi son langage d'amour. Mais le tempérament, est-ce qu'on peut également essayer de définir? Oui, spécifique. Justement, le tempérament, ce sont des habitudes, ce sont les attitudes, ce sont des actions que quelqu'un pose et qui lui sont en propre. D'accord. Donc c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on a hérité, on n'a pas cultivé. On est né avec. Ça rentre un peu dans notre identité. Justement. D'accord. Ça dit que nos façons de faire, nos façons d'agir avec les gens. Et on peut de parler, d'agir, et de presque toutes ces choses. On peut prendre un exemple de tempérament? Oui, on peut prendre un exemple de tempérament. Les tempéraments se regroupent en 4 grands tempéraments et caractérisés par 2 groupes, les introvertis et les extravertis. D'accord. Donc, il y a les introvertis, c'est un groupe de 2 tempéraments. Les extravertis, également un groupe de 2 tempéraments. Bon, mais déjà, les introvertis, à chaque fois, je serai obligé de revenir à chaque fois sur la définition pour que tout le monde comprenne. Alors, quand on parle d'une personne introvertie, on parle une personne qui est beaucoup plus à l'intérieur, qui vit à l'intérieur. Qui n'exprime pas. Justement. D'accord. C'est pas la même chose avec ce qu'on appelle souvent des sournois? Oh, bon, pas absolument. Pas absolument. Mais puisque le sournois ne s'exprime pas. Oui, justement. Okay. Il y a le sournois et il y a le silencieux. D'accord. Je pense que c'est 2 choses différentes. D'accord. Ok. Donc, au moins, l'introverti, il ne s'exprime pas. Il vit à l'intérieur. Ça veut dire que ses émotions, il les garde à l'intérieur. Ce qu'il pense, ses opinions, il les garde à l'intérieur. Et il est également difficile à cerner. Ok. Donc, ça, c'est l'un des groupes des tempéraments. Vous avez dit donc, dans ce grand groupe, il y avait, et dans ce grand groupe des introvertis, il y a les mélancoliques et les phlegmatiques. Ça, on est au niveau des tempéraments. Oui, nous sommes déjà au niveau des tempéraments. Et généralement, quand on retrouve les mélancoliques, ce sont des personnes essentiellement psychiques. C'est-à-dire qu'ils sont assez analytiques. Ils analysent tout. Ils réfléchissent sur tout. Sur votre salutation, pourquoi vous l'avez salué en regardant de l'autre côté,
Pourquoi est-ce que... Pourquoi vous avez salué en souriant alors qu'à l'autre vous n'avez pas souri? Donc ces gens ne laissent aucun détail. Justement. Et en ce moment, deux fois, il se retrouve buté peut-être aux analyses qui ne tiennent pas, qui ne sont pas vraies. Parce qu'il peut se mettre là, plus que son travail, son œuvre, c'est tout analyser. Tout analyser. Avant de parler une analyse, il ne se jette pas directement parce qu'il veut bien réfléchir avant d'exprimer quoi que ce soit. Mais là, la vie devient compliquée parce qu'il n'y a rien de simple. Ça veut dire que pour le mélancolique, il n'y a rien de simple. Non. Tout a une raison, tout a une face cachée, tout a un revers. Chez le mélancolique, tout a une explication. Que ce soit volontaire ou involontaire, ça a une explication pour lui. Alors là, je comprends quand même parce que justement, quand on regarde, moi je parle en tant que serviteur de Dieu, dans nos communautés, c'est pour ça que ce type de personnes, je vois maintenant le rapport avec ce que vous avez dit introverti, parce que généralement c'est des personnes qui restent dans leur coin parce que toute cette machine que vous décrivez là est en train de travailler, analyse tout le monde. Mais est-ce qu'on ne tombe pas là aussi quelque part dans ce que dans notre culture chrétienne on va parler peut-être de juger les gens? Oui, bon en fait, puisque c'est sa nature, c'est comme ça qu'il est, il analyse. Et à la seule différence, il interprète, voilà, peut-être le bon mot. Justement. Il interprète les actes, les attitudes, les réactions et tout. C'est beaucoup ça. Justement, mais à la seule différence qu'il n'en parlera pas. Il va le conserver pour lui. Dans un tiroir, toujours dans lui. Justement, il peut prendre une position. Toujours dans lui. Oui, effectivement. Personne n'est au courant. Non, personne n'est au courant. C'est-à-dire, j'essaie d'imaginer, je l'ai salué de manière légère. Il a capté, il a analysé, il a déduit. Il a conclu, il a décidé, je ne suis pas au courant. Justement. Je constate seulement après. Oui. Ok. Mais il faut quand même souligner que ce sont de très bonnes personnes parce que ce sont des perfectionnalistes. Pour eux, ils ne veulent pas faire quelque chose. Ce sont des personnes qui fuient très constamment des responsabilités. Quand vous venez, vous lui dites, bon, j'aimerais que tu fasses ceci, il va te dire, non, je ne veux pas. Parce qu'ils sont d'abord très effacés et en plus, ils ne veulent pas mal faire. Ils ont toujours la peur de mal faire. Et du coup, c'est des personnes qui, on suppose donc que c'est des gens pour qui il faut que toutes les garanties soient réunies pour qu'ils se lancent. Oui, même pas, oui, justement, et même pas absolument, mais simplement parce que sur toute chose, sur toute responsabilité, sur tout ce qu'on lui propose, il est toujours prêt à fuir. Il évite cette responsabilité, mais il finit toujours par le faire d'une manière très excellente parce que, comme je le disais, ce sont des perfectionnalistes. Là où vous ne voyez pas d'erreur, il verra les erreurs. Il est beaucoup critique, il est quelqu'un qui se tient là et puis puisqu'on a compris au début qu'il est porté au détail. Oui, donc justement. Du coup, le détail importe pour lui, rien ne doit être laissé à la légère. Et il y a même une histoire qui s'est produite en Italie. Par exemple, il y avait un homme qui avait fait un monument et le monument, ce monument était un monument de cheval. Et au niveau du talon, il y avait un petit raté. Il y avait quelque chose qui ne tenait pas exactement. Mais lorsqu'on a découvert le monument, il fallait le découvrir. Il y avait un jour, on devait le découvrir. On l'a découvert et devant toutes les autorités, on a dit que non, cette personne qui a produit cette œuvre, qu'il devait venir rapidement prendre son prix. Et lorsqu'on va chez lui, on le cherche longtemps, on frappe à la porte longtemps, il n'a pas pu ouvrir. Mais lorsqu'il ouvre, lorsqu'on essaye de casser la porte, on trouve qu'il a laissé une lettre qu'il n'a pas pu supporter, le fait qu'il ait fait l'erreur sur cette œuvre. Or, personne n'avait constaté ce défaut. Mais lui, il avait vu, il ne supporte pas. Ce sont des personnes très suicidaires. Oui, mais justement, c'est là que je voulais arriver, qu'au final, ça devient un fardeau. Ça veut dire que pour une petite erreur, pour une chose qui n'a pas été faite comme on voulait qu'elle soit faite, on peut carrément sauter la vie, carrément. Oui, justement, parce qu'ils sont intransigeants envers eux-mêmes et envers les autres. Ils n'aiment pas ce qui est fait dans l'à peu près. Ils aiment l'excellence, ils aiment la perfection. Et si vous vivez à côté d'une telle personne, vous avez l'impression que vous ne faites rien de bon. Oui, justement. Parce que tout le temps, il va se mettre à juger, à critiquer, à remettre en question. À toujours voir le défaut que vous ne voyez pas. Vous avez l'impression que la personne met c'est un plaisir à toujours chercher la petite bête quelque part. C'est-à-dire que tout le monde, là où tout le monde est content, j'essaie un peu d'imaginer un peu cette histoire dans la Bible, quand on appelle les prophètes et puis voilà, l'autre dit, est-ce que tous les prophètes, non, il y a un prophète là. Après le roi dit, non mais le gars ne me prophétise jamais rien de bon. Je pense que c'est Michel. J'essaie d'imaginer qu'on a ce genre de situation où
tout le monde va être content. On dit l'autre là, quand il va venir maintenant, il va seulement voir ce que personne, il va regarder là où personne n'est en train de regarder. Donc ça, c'est la catégorie des mélancoliques. Voilà, oui. La catégorie des mélancoliques. Et vous avez dit justement dans cette catégorie. Et il y a également les flegmatiques. Voilà. Ok. Oui, les flegmatiques, ce sont des personnes qui hésitent beaucoup. Ce sont des personnes qui sont très pacifiques, qui n'aiment pas de problème. Si vous venez, vous lui proposez le contre, il est d'accord avec vous. Vous lui proposez le pour, il est avec vous. Il préfère être en paix avec tout le monde. Mais c'est pas aussi, on peut dire qu'ils sont indécis. Oui, il est très indécis et très hésitant. Oui. Et c'est difficile qu'il se lance dans une tâche, dans un engagement, dans une décision. Il a besoin qu'on le booste pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Mais est-ce que quelque part ça va pas rentrer dans un défaut de personnalité? Parce que quand je vous écoute, il ne peut pas dire oui. En fait, c'est quoi? C'est parce qu'il ne veut pas contrarier les gens? Il ne veut pas contrarier les gens. Mais là, ça devient un peu dangereux parce que il ne peut pas dire, il ne se prononce pas finalement. Il n'aime pas prendre ses responsabilités. Il ne prend pas ses responsabilités, il ne prend pas position, il s'aligne. C'est un suivi. Oui, voilà. On va à gauche? Non, à gauche. Et ce sont les meilleurs collaborateurs. Ils sont très loyaux. Oui, mais puisque en réalité, bon, c'est vrai que quand je vous écoute, vous êtes dans votre domaine, ça allait bien, mais quand on regarde de notre côté, un individu qui ne peut pas prendre position, bon, collaborateur sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel. Parce que je crois que dans d'autres domaines, ça va devenir un problème. Oui, puisqu'ils ont aussi beaucoup de qualités, ils sont économes. Si vous lui donnez un billet de 10 000 par exemple, demandez de garder. Revenez après 6 ans, vous allez trouver votre même billet. Il ne l'utilisera jamais. Donc, ce sont des personnes qui sont aussi très conservateurs. C'est-à-dire, ils n'aiment pas le changement. Il peut avoir son vêtement qu'il ne porte pas. Il préfère qu'il soit gardé. Oui, mais moi je vois tout de suite le rapport avec ce que vous avez dit précédemment, justement, parce qu'en réalité, le changement engage une responsabilité. En réalité, parce que si vous devez changer, vous devez faire l'effort de vous adapter, de passer à autre chose. Alors, quand je suis de la définition que vous avez faite, c'est un gars qui n'aime pas trop lui. Les choses doivent être comme elles ont souvent été là. Il ne faut pas trop le brusquer. Voilà, il prend les choses comme elles viennent. Quand j'écoute, est-ce qu'une telle personne a des aspirations? Est-ce qu'une telle personne a des aspirations, a une vision, ou est-ce que c'est pas au final un individu qui va subir la vie? C'est-à-dire, je prends les choses comme elles viennent, je n'ai pas d'ambition, j'ai pas de vision, ce qui vient je prends, je fais avec, je me résigne. Non, ils ne sont pas ambitieux, pas du tout. Ils ne sont pas ambitieux, ils subissent beaucoup même dans la vie. Si vous mettez à le malmener, il ne répond pas, il vous regarde simplement, ou bien il regarde ailleurs, et ce n'est pas quelqu'un de belliqueux. Mais sur le plan spirituel, là je fais appel à votre casquette de serviteur de Dieu. Est-ce que si on prend d'abord au moins les deux caractères, la mélancolique et flegmatique, est-ce que quelque part sur le plan spirituel, dans la vie communautaire, dans la communion fraternelle, est-ce que ça ne devient pas problématique? Je prends le premier qui analyse tout. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver en porte-à-faux avec l'amour ne soupçonne pas? Parce que lui, il va interpréter le moindre détail, ce qu'un frère a fait simplement, sans arrière-pensée. Pour lui, c'est un problème. Et vous avez défini tout à l'heure le mélancolique comme cet individu qui va justement penser, peser, analyser, décider, prendre position. Alors, moi, je reviens un peu dans la communion fraternelle. Et aussi très rancunier et vindicatif. Oui, voilà. Alors, est-ce que maintenant, sur le plan spirituel, est-ce que ça ne devient pas un problème? C'est un problème parce que lorsque nous venons à Christ, c'est pour que nous essayons d'améliorer. C'est pour que nous puissions être transformés. Nous ne pouvons pas être le même que lorsque nous ne connaissions pas Christ. Mais voilà. Parce que c'est vrai, quelqu'un va dire que non, le serviteur de Dieu est passé, il a dit que c'est leur nature. Et ça devient une excuse. C'est ma nature. Si les frères ne me prennent pas comme ça, parce que quand j'écoute l'analyse, moi, je revois un peu certaines scènes qu'on a dans nos communautés. Et on a effectivement ce genre d'individus. Voyez, vous avez des frères qui ne se prononcent jamais, qui sont toujours dans leur coin là, mais qui, quand le Saint-Esprit a chauffé, qu'il veut faire sortir toutes les saletés, vous écoutez le magasin de choses noires que le frère ou la soeur avait dans son ventre, vous demandez ce qui se passe. Au moins là, on sait qu'on a affaire avec ce que vous nous dites ce matin, des mélancoliques. Maintenant, au niveau des flegmatiques, qui ne prennent pas position, ça devient un problème. Oui, c'est un problème, mais c'est aussi là l'avantage parce que toute personne a deux tempéraments. Donc, il y a le dominant et le récessif en lui. C'est là où le récessif ou bien le dominant vient accompagner
l'autre tempérament Pour essayer un peu de stabiliser ou bien d'avoir une certaine stabilité. Nous rappelons, chers auditeurs, que pour l'instant, vous pouvez nous envoyer vos questions, préoccupations par SMS ou WhatsApp au plus 237 696 15 95 88 pour le moment uniquement SMS et WhatsApp. Si vous nous écoutez depuis l'extérieur du Cameroun, vous signez votre message en nous disant depuis quel pays, quelle ville vous êtes en train de nous contacter. Si vous nous écoutez depuis le Cameroun, vous nous dites depuis quelle ville, quel quartier, puis bien sûr sans oublier votre nom ou votre prénom. Plus 237 696 15 95 88. Nous continuons, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de la personnalité, connaître sa personnalité pour mieux interagir avec les autres. Et puis nous avons après un essai de définition sur la personnalité. Nous avons évolué en établissant un rapport entre la personnalité et le tempérament. Le tempérament fait partie de la personnalité. Et justement, parmi les tempéraments, il y avait deux grands groupes, les introvertis et les extravertis. Et nous étions là au niveau des introvertis. Voilà, nous avons parlé des mélancoliques avec, n'est-ce pas, leurs caractéristiques qui, bon, je dois vous avouer, chers auditeurs, moi j'ai écouté avec les oreilles de serviteurs de Dieu. Je tente de voir les solutions aux problèmes que nous avons dans nos communautés pendant que notre invité tente d'intervenir. Également les flegmatiques dont nous avons également écouté les caractéristiques. Donc ça, on sait que ça rentre dans la catégorie des introvertis, ces personnes qui ne s'expriment pas, mais en fait qui ne s'expriment pas de manière audible, mais qui s'expriment de manière interne, c'est-à-dire qu'ils bavardent beaucoup à l'intérieur d'eux, mais on n'entend pas à l'extérieur. Voilà, ça c'était le groupe des introvertis. Maintenant, les extravertis. Les extravertis, nous avons le colérique. Okay. Le colérique, c'est un leader né. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'assez d'efforts pour diriger les hommes. Il est bien vrai qu'il a ses défauts. Il est beaucoup chiant. Il est beaucoup autoritaire. Il est dictateur. Et c'est un travailleur. Il a de l'énergie à revendre. Il peut travailler pendant toute une journée. Pendant que vous allez vous reposer, vous le laissez travailler. Le lendemain, c'est lui qui vous réveille pour que vous continuez à travailler. Il est comme une machine. Il est comme une machine, effectivement. Mais pourquoi colérique? Ça veut dire qu'il est aussi colérique, ça veut dire qu'il a la colère. Oui, il a aussi l'état coléreux. Parce que colérique, c'est un tempérament et l'état, c'est l'état coléreux. Il est assez coléreux. C'est-à-dire qu'il manifeste de la colère. Facilement. Il s'emporte facilement. Et ce sont des personnes qui manquent de tact, qui sont crus, brutes, qui disent effectivement, ils disent, ils ne passent pas par quatre chemins. Non, ils ne passent pas par quatre chemins et ils le disent comme ils le voient, sans toutefois ménager leurs paroles, leurs propos et autres. Sans tenir compte de la susceptibilité des gens, leur état psychologique, parce qu'il a dit, voilà, il ne s'encombre pas, il ne s'embarrasse pas des détails. Bon, il dépose ça comme ça. Justement, et ils aiment beaucoup le culte de la personnalité. Oh, moi. Je fais ceci, moi je sais faire cela, je suis très efficace, je suis très fort, je suis très élégant. Je suis le meilleur. Sans moi, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. Ils sont très impatients. Lorsque vous travaillez avec lui, il vous donne une tâche, à peine vous voulez commencer, vous dites mais qu'est-ce que vous faites là? Remettez-moi mon travail et tout. Bon, c'est très difficile de vivre avec eux. Donc ça c'est le colérique dans la catégorie des extravertis. On comprend déjà dans l'extraverti. Bon, moi j'imagine le contraire. C'est ceux qui sont exposés et qui exposent ce qu'ils pensent et ce qu'ils. Ok, donc un gardien dans le cœur. La catégorie, je peux dire, de ceux qu'on dit, comme on dit couramment chez nous, mon ventre n'est pas le magasin. D'accord. Ok, il y a donc les colériques dans la catégorie des extravertis. Et puis, voilà, nous avons suivi toutes les caractéristiques autour. Après le colérique. Après le colérique, c'est le sanguin. Encore appelé le populaire. Lui, c'est un homme bavard. Il n'a pas besoin d'assez d'efforts pour se faire des contacts. Il peut marcher en route. Il constate que vous êtes en train de parler, il ne vous connaît pas, il entre dans votre conversation. Là, il n'a pas froid aux yeux. Il établit facilement les contacts. Il est bavard, d'abord de nature. Il est sympathique. Il est sociable. Il a le cœur à la main, comme on le dit généralement. Il est aux problèmes des autres, très sensible, prêt à répondre et puis très généreux. Seulement, il est aussi optimiste au point où il fait des promesses deux fois. Ça dit que ces promesses dépassent sa capacité. Justement. Si vous le dites par exemple, j'ai un problème, il faut que je voyage, mon billet d'avion va, tu dis mais non, c'est pas un problème, on va le résoudre. Alors qu'il n'a pas cette... Après, il peut commencer à réfléchir, qu'est-ce que j'ai dit comme ça. Ok.
Donc ça c'est le sanguin, sympathique, sociable, contact facile. Moi je prends beaucoup plus cet aspect pour les entrepreneurs, parce que c'est une qualification qu'on cherche souvent, il faut avoir le contact facile. Donc il établit facilement le contact, peut facilement entrer dans les bureaux, il n'a pas besoin de fournir trop d'efforts. Donc en fait on constate que lui n'est pas timide. Et peut-être j'ai manqué de le voir tout à l'heure, mais pendant qu'on parle ça me revient un peu. Et je constate quand je vais lire un peu, je reviens sur ce qu'on a noté sur les introvertis, il y a beaucoup de timides du côté des introvertis. Oui, ils sont timides, ils sont généralement timides. Si vous savez observer, si vous avez un frère, un voisin... Puisqu'ils n'affrontent pas, quand on a vu les discussions, ils n'affrontent pas les gens, ils n'affrontent pas la foule. Il est toujours calme. Ils sont même généralement solitaires. Ils sont toujours dans leur coin. C'est comme s'ils sont plus à l'aise quand ils sont seuls. Justement. Alors que l'extraverti, quand on prend derrière le colérique, c'est un leader, il faut qu'il bouge. Le sanguin, il faut qu'il aille au contact. Donc, on est dans la catégorie des gens qui se sentent à l'aise et mieux au contact des autres, contrairement un peu à la première catégorie. Justement. Voilà. Donc le colérique, le sanguin, je voudrais croire, chers auditeurs, qu'à mesure que nous avançons, chacun est en train d'évaluer pour voir à quelle catégorie il appartient, voir les forces et les faiblesses. Et c'est pour ça que je profite pour nous inviter. Lorsque on va ouvrir l'antenne, avant qu'on ouvre l'antenne, pendant que vous vous évaluez, c'est l'occasion de voir, parce que ça vous permet de mieux comprendre pourquoi vous réagissez de telle ou telle autre façon et de voir également peut-être qu'il y a des solutions, des portes de sortie. Donc, il ne faut pas juste écouter par rapport à l'autre, pour aller dire à un frère, j'ai écouté ton histoire là-bas, voilà, on a parlé de toi aujourd'hui à la radio. Mesdames, n'écoutez pas pour dire à votre mari, ne l'appelez pas pour lui dire que, pardon, connecte-toi à la radio, on est en train de parler de toi là-bas. Que chacun écoute d'abord pour lui-même, parce que nous sommes là pour pouvoir nous améliorer. Donc, dans la grande famille des extravertis, nous avons les colériques, déjà, on en a parlé, nous avons des sanguins. Oui, effectivement, c'est ce groupe. Et lorsque quelqu'un a ce mélange de deux tempéraments, c'est parce que, oui, bien sûr, parce que chaque personne a deux tempéraments. Il a un tempérament dominant, un tempérament récessif. Si il a ce mélange de deux tempéraments, qu'il soit colérique, on dit colérique sanguin ou bien sanguin colérique, ça veut dire que colérique est dominant, c'est pourquoi il est colérique sanguin. C'est des personnes qui sont très ouvertes, ils ne cachent rien, ils s'expriment à tort et à travers, ils ne respectent rien. Ça dit son amour, ça sort comme ça sort. Justement. Par contre, lorsque nous retrouvons quelqu'un qui est mélancolique, flegmatique ou bien flegmatique, mélancolique, c'est des personnes extrêmement calmes, extrêmement timides. Mais est-ce qu'au final, on ne va pas dire que c'est des gens malades? Parce que c'est vrai que je ne veux pas heurter les sensibilités. Quand j'écoute un peu la description, c'est vrai qu'on revient légèrement en arrière sur les mélancoliques et flegmatiques. Moi, je sens un certain poids. C'est énorme, c'est trop pesant. Si quelqu'un combine le côté mélancolique et le côté flegmatique, ça donne quoi? En fait, il faut seulement savoir faire la part des choses. À partir du moment où on sait que voici mes défauts, voici mes faiblesses, on peut travailler sur les faiblesses et élever le niveau de compréhension. Moi, peut-être, moi, je vais vous faire une confidence là maintenant. Moi-même, je suis mélancolique flegmatique. Je suis mélancolique, flegmatique. Ouais, mais là, ça se voit pas tout de suite. Justement, c'est parce que je travaille. Je travaille pour pouvoir changer. Vous ne vous endormez pas avec, c'est ma nature. Et la foi m'a beaucoup aidé. Parce que lorsque je ne croyais pas encore au Seigneur, je pouvais rester une journée entière, je ne parle pas. Je ne parle avec personne. Parce qu'il se sent à l'aise lorsqu'il est seul. Lorsque quelqu'un bavard... Est-ce qu'il se sent à l'aise ou bien se sent en sécurité? C'est beaucoup plus une affaire de confort ou de sécurité. Est-ce qu'il ne se sent pas en insécurité au contact des autres? Je crois que c'est même l'aisance, parce que l'un de leurs caractères, ou bien l'une de leurs façons de faire, c'est que s'il est seul, il y a même un téléviseur à la maison, il ne le regarde pas, il l'éteint, il reste seul. Il reste seul pour être seul. Oui, il préfère être seul. Ils aiment le calme, ils aiment la tranquillité. Ils sont heureux seuls. Ils sont heureux seuls. Mais pourquoi ils se marient? Bon, c'est pas pour vous charrier. C'est pas pour vous charrier. Donc, à l'attention de nos bien-aimés, parce que vous ne cessez pas d'être nos frères, nos bien-aimés, mélancoliques, flegmatiques. Nous avons suivi le témoignage de notre intervenant ce matin. Il ne l'a pas caché. Il dit qu'il est mélancolique. À la base, il est mélancolique, flegmatique. Mais c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de côtoyer. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite, ça ne se ressent pas tout de suite. Donc, au moins, ça nous montre déjà quelque chose d'important. C'est pas parce qu'on est né comme ça qu'on va demeurer comme ça. Justement. Donc, c'est possible de changer. Alors, nous revenons sur nos extravertis. Donc,
Le deuxième grand groupe de tempéraments dans lequel on a les colériques, on a le sanguin, et nous avons appris qu'on peut combiner les deux, un qui soit dominant, un qui soit récessif. Donc on peut être colérique sanguin, ça veut dire que colérique est plus dominant, sanguin serait récessif, sanguin colérique, ça veut dire que sanguin est dominant. Voilà. Et puis colérique est récessif. S'il vous plaît, c'est pas le moment des appels pour le moment, les messages uniquement 696 plus 237 696 15 95 88. Donc nous continuons, il nous reste deux tempéraments dans le groupe des extravertis. Après colérique et sanguin, quels sont donc les autres tempéraments qui existent? Bon, en fait, ce sont les 4 tempéraments qui existent, mais nous avons quelque chose à côté qui caractérise également une personne. C'est quoi? C'est le langage d'amour de Gary Chapman. Oui, justement, parce que là, ça m'a ramené un peu chez lui. Oh, ouais, effectivement, c'est la manière d'exprimer et de recevoir l'amour. Okay. C'est-à-dire que la façon dont il pose l'acte, c'est ce qu'il attend en retour, c'est ce qu'il ressent en lui comme meilleur, comme un signe d'affection et d'amour. Ok, c'est-à-dire que moi je fais un peu le lien avec ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire que dans cette définition de la personnalité, quand on arrive au langage d'amour, j'essaie de vous me rassurer si je suis un bon élève ou pas, parce que j'essaie de faire le point pendant qu'on avance. Donc dans la personnalité, quand on arrive au niveau du langage d'amour, ça veut dire que cette personne a une manière spécifique à elle d'exprimer son amour et une manière spécifique à elle de souhaiter recevoir cet amour. Effectivement, c'est ça. Mais là, ça peut rendre des choses compliquées. Oh bon, pas vraiment. Parce que c'est des choses que dans lesquelles nous vivons au quotidien, mais des fois nous ne prêtons pas d'attention ou bien nous négligeons simplement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, nous pouvons regrouper en 5, ils sont en 5 groupes. Les langages d'amour, ils sont regroupés en 5 groupes. Nous avons les paroles valorisantes. Donc cette personne aime les appréciations. Il aime réellement qu'on reconnaisse ses qualités, ses capacités. Oh, elle aime être louée. Moi, je dis ça tout de suite. Je ne sais pas si je rentre dans la catégorie des colériques ou des sanguins. La personne aime être louée et célébrée. Elle aime des paroles tendres, elle aime des encouragements. Donc, vraiment, tu es intelligent, tu es brillant. Ton costume est beau. Ouais, mais là, tout de suite, toutes les femmes sont là-dedans parce qu'elles aiment, tu es belle, tu es la plus belle femme du monde et tout. Il n'y a pas une femme qui ne soit pas sensible à ça. Non, bon, en fait, tout le monde peut aimer tout ce que nous pouvons énumérer comme les langages d'amour, mais il y a ceux qui sont spécifiquement attachés à cela. C'est-à-dire que ça rentre dans leur identité. Mais j'ai eu un cas avec ma soeur aînée qui est partie au salon. Elle m'a dit, je m'en vais au salon, attends-moi, on va sortir. Lorsqu'elle revient, je n'avais rien dit. Elle me dit, comment est ma coiffure? Je dis que ta coiffure, elle dit que tu attendais d'abord que je te pose la question. Tu ne pourras pas m'apprécier parce que je sais que c'est son langage d'amour. D'accord. Ok. Dans le langage d'amour, on a des paroles valorisantes. Oui, oui. Okay. Nous avons le temps de qualité. C'est-à-dire que cette personne a besoin juste... Non, c'est que ça m'a rappelé quelqu'un qui a dit, temps de qualité. Le temps de qualité, la personne a besoin d'être en votre présence, que vous soyez ensemble, simplement en faisant même des balades, peut-être en échangeant, en prenant peut-être le repas ensemble. Donc, c'est passer des moments avec la personne. Quel que soit ce qu'il y a à faire la cuisine ensemble. Là, je profite parce que ça on rentre quand même beaucoup dans le côté conjugal, quelque part. Justement. À ce niveau-là. Et ça me rappelle, ça m'interpelle un peu sur ce que le feu professeur Foumoun avait écrit sur, ça s'appelait quoi? Ça devait être juste du choix de son conjoint quand il parlait de compatibilité. Parce que là, quand j'essaie de voir, les tensions qu'on peut avoir dans nos foyers peuvent être liées à ce que vous êtes en train d'évoquer là. Généralement, parce que quand quelqu'un se sent la nature au dehors du vide, quand quelqu'un manque d'amour, parce que nous tous, nous aimons être aimés, nous souhaitons être aimés, tous. Mais malheureusement, quand on vous écoute, on ne souhaite pas être aimé de la même manière. Justement, chacun a son langage d'amour. Ne m'aime pas comme tu penses, il faut que tu m'aimes par rapport à comme je souhaite. Comme je souhaite être aimé. Ok, des paroles valorisantes, le temps de qualité, parmi les langages d'amour. Oui, le toucher physique. C'est-à-dire des câlins, peut-être des accolades, des embrassades, des bises,
peut-être des tapotements là à l'épaule. Des petits gestes comme ça. Des petits gestes comme ça. Faut gratter un peu la nuque là. Voilà, par exemple, toucher un peu, passer les mains dans les cheveux. On était petits et on voyait le papa dit que, les grands-parents disent que venez m'enlever les peaux sur la tête. Il se sent bien quand on touche la peau. Pour lui, c'est une expression. Il ressent. C'est un acte affectif pour lui. Justement. Et nous avons vu des cas où, par exemple, il y a eu des sœurs qui ont l'habitude, quand ils parlent, ils touchent les frères et on dit que non, ça c'est une séductrice. Oui, il fallait y arriver. Justement, ça va créer un problème. Mais c'est un langage d'amour. C'est comme ça qu'elle se sent aimée. Et c'est comme ça qu'elle exprime son amour. C'est pas forcément qu'elle veut du frère comme Marie. C'est que dans sa personnalité, comme vous l'avez dit, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Donc quand elle a de l'affection pour toi, c'est comme ça qu'elle le manifeste. Elle le fait avec toutes les autres personnes. Donc elle le ferait pour Jean, elle le ferait pour Pierre. Et même pour Annette. Mais là, j'essaie un peu d'imaginer les contresens. Ça me rappelle quand même une histoire que j'ai vécue dans l'église où j'ai grandi. On a un problème. Il y a une jeune sœur justement qui, je crois qu'aujourd'hui, quand je vous écoute, je crois que ça devait être ça. Elle, c'était plutôt... Elle exprimait clairement son affection. Déjà, tu m'as manqué. Et un jour, elle a dit à un frère. Et quand elle dit au frère, le frère revient et dit que la sœur est amoureuse de moi. Et il avait l'air vraiment sérieusement retourné. Alors je lui pose la question, mais qu'est-ce qui te prouve? Peut-être qu'elle a grandi dans un environnement où on a cette culture, cette habitude-là. On a dit qu'on ne cache pas. Quand tu m'as manqué, je t'ai dit que tu m'as manqué. Et que c'est de manière aussi innocente, naturelle qu'elle est en train de le faire. Pourquoi chez toi, ça n'a pas un autre écho? Alors là, moi, je reviens sur le serviteur de Dieu. Donc, ces langages d'amour, est-ce qu'ils ne peuvent pas être mal décodés par la personne en face? Oui, effectivement. Parce qu'il y en a d'autres, par exemple, comme les cadeaux. Cette personne aime juste avoir un cadeau. Même il ne regarde pas à la quantité, mais à la valeur. Mais il a besoin juste de recevoir quelque chose. Un petit crayon. Et c'est pourquoi cette personne aussi est prête à donner à plusieurs personnes. Mais très souvent on dit que bon, si cette personne la donne comme ça, c'est ce qu'il veut envoûter les gens. Il veut tenir parce qu'il se sent, c'est ce qu'il aime. En fait, c'est comme ça dans son code à lui. Oui. Dans son code à lui, aimer, c'est faire des cadeaux. Oui, justement. Et malheureusement, la personne en face n'a pas compris ça. Il n'a pas compris ça. Tout le monde aime les cadeaux, mais pour elle, pour cette personne-là, c'est particulier pour eux. Mais est-ce que vous ne pensez pas, c'est peut-être une déformation, ne va pas toujours tout ramener à l'église, mais est-ce que vous ne pensez pas que si on enseignait ces choses dans nos communautés, ça améliorerait la communion fraternelle? Parce que quand je vous écoute, je revois des scènes, je revois des situations, on a pas mal de tensions dans l'église parce qu'on ne tient pas compte justement de cette notion de tempérament et cette notion de langage d'amour. On a beaucoup de mauvaises interprétations, on a beaucoup de réactions violentes simplement parce qu'on n'a pas pris la peine de se connaître et de se comprendre mutuellement dans la communauté. Effectivement, il faut que nous soyons plus ouverts, les chrétiens, les leaders et aussi tous ceux qui peuvent ne pas être au milieu de nous. À partir du moment où nous sommes ouverts, parce que très souvent, ce que j'ai rencontré, beaucoup de frères vont vous dire que non, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Mais ça, moi, je ne dis pas que ce n'est pas par le Saint-Esprit que je l'ai appris. J'ai été formé pour connaître ces choses. Et vous en voyez l'importance aujourd'hui. Oui, effectivement. Si on prend même ce que vous nous dites ce matin, c'est très enrichissant. Mais est-ce que ça a amélioré vos rapports avec les gens? Non, ça a amélioré les rapports d'abord dans mon ménage et aussi, non seulement dans mon ménage, avec mes autres interlocuteurs. Parce que quand quelqu'un pose un acte, je comprends pourquoi il le pose. Et lorsqu'on comprend, la réaction devient différente de lorsqu'on ne comprend pas. Oui, justement, parce que quand on a le bagage que vous êtes en train que vous avez là, on a une meilleure lecture des gens. C'est-à-dire qu'on peut mieux interpréter les attitudes, mieux interpréter leurs réactions, donc on peut efficacement agir avec eux. Mais j'aimerais savoir, est-ce que ces tempéraments sont héréditaires? C'est-à-dire, je vais prendre un cas pour que je me fasse comprendre. Un parent a 5 enfants. Il est, par exemple, mélancolique, phlegmatique. Je prends un exemple simple. Est-ce qu'on va retrouver ça chez les 5 enfants? Sinon, qu'est-ce que ça donne lorsque dans un foyer, vous voyez, il y a ce foisonnement de tempérament? Le papa est mélancolique, phlegmatique. Dans les 5 enfants, 3 sont dans la catégorie des extravertis. Revenons déjà. Est-ce que c'est héréditaire? Bon, en fait, les tempéraments ne sont pas héréditaires parce que ça n'a aucun lien avec l'ADN. Et chacun naît avec son tempérament comme Dieu le veut. Vous pouvez être là, vous n'avez pas de tempérament colérique, mais
vous voyez vos enfants qui sont tous colériques. Ah, ça me rappelle même une phrase qu'on entend souvent, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Oui, justement. Voilà. Mais là, dans ce cas, dans un foyer, parce que également, je reviens, vous avez évoqué tout à l'heure les langages d'amour, vous avez évoqué le toucher, c'est vrai qu'il y a un quatrième, peut-être sur lequel on va... Parce qu'on a parlé de paroles valorisantes, de temps de qualité, on a parlé du toucher, on a parlé des cadeaux. Des cadeaux, voilà. Et le dernier qui est le service rendu. C'est-à-dire que la personne n'aime seulement que vous rendez service. Vous pouvez voir même votre épouse qui est avec vous, ou vous êtes à l'intérieur de la maison. Il vous appelle. Quand vous arrivez, il dit que s'il te plaît, donne-moi la chaussure qui est à côté de moi. La chaussure qui est à côté d'elle. Oui, justement. Et pour elle, c'est une marque d'amour. Quand tu lui donnes cette chaussure, c'est une marque d'amour parce que tu l'as servi. Tu l'as servi. Elle a besoin. Alors, j'essaie d'imaginer. Non, mais vraiment bien aimé. Je ne sais pas si les frères sont en train de nous écouter. Je ne sais pas comment on fera. Je ne sais pas s'il faudrait qu'on organise un atelier avec notre invité pour en parler de manière posée. Parce que je vous assure, moi, pendant qu'on parle, je vois aussi certains de ma relation avec mon épouse. C'est pour ça qu'à des moments, je ris. Et je vois certains problèmes qui nous sont souvent soumis. Voyez comment ce petit acte est fort de conséquences. Ça veut dire que tu peux entendre quelqu'un, un homme qui dit bien, une femme qui dit que tu ne m'aimes pas. Tu cherches le problème. Le problème, c'est que souvent je te dis que donne-moi le pain. Tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas à travailler dans cette maison. Tu me laisses tous les travaux seuls. Oui. Bah, avis aussi aux célibataires et aux personnes qui ne sont pas encore mariées. Vraiment, le tout, c'est pas de dire que je t'aime, ainsi de suite. Il faudrait, je pense, monsieur Ndiengwes, que il faudrait qu'on mette ce type de formation dans la préparation au mariage. Oui. Ce serait capital. Que les gens soient préparés à savoir interpréter, justement, apprécier le tempérament de leur conjoint, interagir, et pas que leur conjoint, parce qu'en même temps, c'est deux grandes familles qui vont fusionner. Si on n'a pas cette connaissance-là, on va vraiment s'embrouiller et créer des tensions inutiles dans les familles. Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle dans la plupart de nos formations, la première des choses que nous faisons le conseil prénuptial. C'est l'un des points forts, parce que lorsqu'il n'y a pas une bonne préparation, il peut y avoir des déchirures alors qu'il y a une compatibilité. Mais tout le problème vient au niveau de l'ignorance, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, comment s'y mettre, comment faire. On se heurte ou bien il y a des déchirures. Donc, c'est très capital pour des futurs mariés. Bon, si on revient au niveau du langage des services rendus, c'est-à-dire qu'on a affaire à une personne, là on l'avait évoqué tout à l'heure, elle se sent aimée quand on lui rend service. Donc du coup, elle aussi, sa façon d'aimer, c'est-à-dire qu'une telle personne peut ne pas vous valoriser par des paroles, peut ne pas passer peut-être du temps, peut ne pas vous toucher, mais sa façon de vous dire qu'elle vous aime, c'est d'être prête à vous rendre service. Justement. Mais là, en même temps aussi, ça revient sur ce problème de manière globale dans les relations. Ça veut dire que parfois vous pouvez être en train d'attendre quelqu'un là où la personne n'est pas. C'est-à-dire que je prends un exemple simple. Je prends les deux. Je vais prendre le premier langage d'amour qui était les paroles valorisantes et le deuxième qui était le service rendu. Donc, vous, par exemple, et là je profite puisque nous vous avons ici, il faudrait qu'on voit un peu comment sortir de là. Alors, la personne aime les paroles valorisantes. D'accord ? Mais la personne en face, elle est plutôt en mode service rendu. Oui, c'est pourquoi on doit savoir, puisqu'on le sait, on doit lui parler son langage. Dans son langage. C'est-à-dire qu'on ne parle pas l'autre avec son langage à soi. Comme on le dit souvent, c'est le Ndjangi. Voilà. Donc on ne parle pas l'autre. Ok. Et là, c'est aussi important pour ce qu'on appelle dans la communion fraternelle, parce qu'il y a ce qu'on appelle, j'entends souvent parler des partenaires d'alliance. Vous savez que dans nos assemblées, on est tous frères, mais il y en a qui marchent plus les uns avec les autres. Je crois que pour éviter aussi certaines déchirures dans les relations fraternelles, il faut en tenir compte. Il faudrait éviter justement de... Je pense que ça nous renvoie même dans certaines paroles de l'apôtre Paul. En réalité, il ne faut pas chercher l'intérêt de toi seul, il faut chercher l'intérêt de l'autre. Et je crois que quand on cherche l'intérêt de l'autre, on va chercher également à être sensible à ce qui le rend heureux, à ce qui lui permet de se sentir aimé. Donc on ne va pas se dire moi j'aimerais qu'on me fasse l'ondomba de porc. Ça me ferait plaisir. Du coup, je vais faire le domba de poche dans l'autre. Et ça me ramène à une question. C'est vrai qu'on a souvent beaucoup parlé là-dessus. Du coup, avec votre expérience, et puis j'ai lu dans votre profil, vous êtes conseiller matrimonial, que faire des frères qui ont
une perception erronée du... Est-ce que le romantisme est le même chez les individus? Quand je vous écoute, est-ce que la notion de romantisme est la même chez tout le monde? Bon, voilà, à partir des langages d'amour, nous voyons que quand tu parles à une personne selon son langage d'amour, c'est là le romantisme. Voilà. Oui. Parce que du coup, j'essaie d'imaginer, j'ai eu l'impression, et j'entends souvent les frères en parler, qu'on a malheureusement créé un stéréotype au niveau du romantisme. On va voir quelqu'un qui va apporter des fleurs sans se rassurer que sa femme est sensible aux fleurs. Il y a l'autre qui va vouloir faire le massage des pieds sans se rassurer que son conjoint est intéressé par le massage des pieds. Et on va recevoir des plaintes parce que vous allez entendre, papa, moi je ne comprends pas. Normalement, toutes les femmes sont sensibles aux fleurs. Même à part des femmes, quand je viens, elles se comportent comme une villageoise. Normalement, les hommes sont sensibles au massage, mais quand je masse mon mari, il se comporte comme un sauvage. Et on commence à dire, le frère est sauvage. Pourtant, quand je vous écoute, ce n'est pas qu'il est sauvage, c'est qu'il est différent. Et il faudrait donc le traiter dans sa différence-là. Oui, et même si ce n'est pas notre langage d'amour, il faut que nous soyons cultivés. Lorsque quelqu'un manifeste ou exprime quelque chose de positif à notre endroit, il faut quand même que nous ayons le bon sens de savoir le prendre et peut-être l'amener à nous donner ce qui convient. Voilà, je crois qu'il y a tellement de choses que nous avons abordées jusqu'ici et il y en a encore tellement. Nous rappelons pour le moment les questions, vous les envoyez par SMS ou WhatsApp. Dans un instant, nous allons ouvrir l'antenne pour que vous puissiez nous envoyer, réagir de manière directe avec notre invité sur les questions ou les préoccupations que vous inspire tout ce que nous sommes en train d'aborder ce matin. Mais je pense que nous abordons suffisamment de points qui nous permettent de faire l'autopsie de nos relations conjugales, nos relations familiales, nos relations fraternelles, nos relations professionnelles, nos relations également de voisinage, et que nous puissions aussi nous repentir, parce que j'essaie d'imaginer ces personnes qui ont souvent accusé les gens, voilà, le frère ne m'aime pas parce que malheureusement ils ont jugé à partir d'une posture qui n'a pas tenu compte la particularité de l'autre. La sœur est une séductrice, ils l'ont répandue partout. Pourtant cette sœur en réalité c'est sa particularité. Le frère est ceci, il n'est pas cela. Il y a tellement de choses et je prie que le Saint-Esprit aide chacun à avoir, n'est-ce pas, le courage et l'honnêteté de reconnaître que voici à quel niveau je m'étais trompé et que chacun puisse se repentir par rapport à cela. Nous allons prendre une transition musicale. Elle permet que notre invité puisse respirer, que à la maison vous puissiez faire le point des notes que vous avez prises, et nous allons revenir pour engager notre grande partie qui bouge avec vous